Ah, je viens de m'en rendre compte maintenant. Bon, ben, je suis désolée. Ah, punaise. Bon, ben, il va manquer un bout, mais il manquera deux choses dans le fond. Ok, bon, je continue. Oui, il y a une question. Cathy, je ne sais pas si tu as un micro, mais sinon tu peux poser ta question dans la zone de clavardage. Euh, J'attends ta question. Cathy, si tu as une question, tu as levé ta main. Oui. La zone 003 est paramétrable aussi. La zone 003, c'est un plugin. Si je... non, c'est un champ. Non, je pensais que il y avait un plugin, mais euh, elle est paramétrable également. Si c'est pas, je vais aller voir. Maintenant, tu me donnes, j'ai un doute sur le coup. Euh, Mais là, il y a un plugin qui est inscrit, mais il y a quand même, tu peux inscrire une valeur par défaut. Là, je pense que ça va chercher directement le code de l'institution sur laquelle tu es connecté, en tout cas. Mais tu peux quand même inscrire une valeur par défaut si tu veux pas utiliser le code qui s'inscrit automatiquement. Donc, à voir dans ce cas-ci, mais il y a quand même la possibilité de mettre une valeur par défaut dans la 003. Est-ce que c'est correct? Ok. Louise, je ne sais pas si tu voulais inscrire une question, mais ça fait comme un espace blanc. Ok. Tu peux baisser ta main, Cathy, si tu n'as pas d'autres questions comme ça me permet d'être sûr qu'il n'y a plus de questions. Tu reappuies sur la main, ça va l'enlever. Je sais pas, oui, Louise, euh, Cathy, il faut juste que tu recliques sur la main, l'icône main, ça va l'enlever normalement. Ok, parfait. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je continue, ce qui est déjà 10h30. Donc là, c'est pour les valeurs par défaut. Ce qui concerne aussi le catalogage, même si ça concerne plus l'importation de notices, mais je l'avais mis dans cette section-là. Il y a une nouvelle préférence système pour la concordance de l'ISBN quand vous faites l'importation de notices dans un fichier marque, dans le fond de notices. Donc là, j'ai cherché dans les ISBN les préférences, mais c'est dans l'onglet catalogage, dans les structures de notices, vous avez une nouvelle préférence système qui s'appelle Aggressive Match on ISBN. Donc, vous avez un choix faire ou ne pas faire. Donc en fait, ce que ça va faire cette préférence système, c'est que quand vous allez importer un fichier de notice marque, vous avez le choix de soit faire une recherche stricte sur le numéro d'ISBN ou alors en fait, en faisant faire, ça va faire une recherche élargie sur tout le champ de l'ISBN. Si vous voulez faire juste une recherche stricte sur le numéro de l'ISBN, il faut inscrire à ne pas faire. C'est ce qu'il y avait avant d'avoir cette préférence système-là. Maintenant, avec cette préférence système, vous avez le choix d'élargir la recherche, mais ça concerne que les notices importées dans un fichier marque, donc dans l'outil d'importation des notices en format marque. Vous pouvez faire une recherche élargie. Pourquoi cette préférence système peut vous aider? C'est par exemple si vous créez une notice au moment de votre commande ou de vos achats en acquisition, une notice assez simple, mais avec juste l'ISBN, et qu'après vous importez un fichier de notice de SDM, par exemple, pour enrichir vos notices. Souvent, les notices de SDM donc, vont comporter dans la zone ISBN, c'est beaucoup de BN tout ça, euh, il va souvent l'ISBN va comporter d'autres informations, comme par exemple une mention de brochure ou relié ou le prix. Et quand vous importez, que vous faites une concordance sur l'ISBN, pour pas créer une nouvelle notice, mais pour écraser la notice que vous avez créée au moment des acquisitions, par exemple, ça va vous permettre cette préférence système va vous permettre de trouver la bonne notice, même si l'ISBN n'est pas tout à fait pareil, s'il y a des notions de brochet, par exemple, dans la nouvelle notice. Donc là, je vais vous montrer un exemple avec une notice. Donc, on va imaginer que ma notice ici est succincte, même si c'est pas vraiment le cas, mais on va juste se concentrer sur l'ISBN. Donc là, on imagine que ma notice, je l'ai créée au moment des acquisitions. J'ai juste rempli la zone ISBN.
ma préférence système est inscrite à faire une recherche élargie au moment de l'importation d'un fichier. Et le fichier que je vais importer, c'est cette notice-là. Donc c'est la même notice, sauf que dans l'ISBN ici, on a une mention de brochure. Donc avant, si, remarque, je peux vous montrer en désactivant la préférence système, ça va peut-être plus vous parler. Pour ceux qui, c'est sûr que peut-être tout le monde ne fait pas l'importation de notices comme ça, mais je vais juste vous montrer comment ça fonctionne quand même. Donc là, en mettant un ne pas faire, c'est ce que vous avez avant d'avoir la version 4.03. Donc ça veut dire que la recherche va être strictement sur le numéro et pas sur d'autres, une recherche élargie dans l'ISBN. Donc quand je vais dans mon outil d'importation, télécharger des notices dans le réservoir, je vais aller chercher ma notice, c'est celle-ci ici. Donc là, je veux écraser ma notice, donc je fais une recherche d'ISBN, concordance d'ISBN, remplacer la notice existence, les exemplaires, j'en ai pas besoin, et je télécharge. Comme dans ma notice, dans mon catalogue, il y a juste l'ISBN inscrit sans la mention de brocher, alors que dans le fichier que j'ai téléchargé, j'ai la mention de brocher. À cause de la préférence système qui est inscrite à ne pas faire, ma notice n'est pas trouvée. Donc j'ai 0 notice avec au moins un équivalent dans le catalogue ISBN. Donc si j'importe ce lot, ça va me créer un doublon puisqu'il n'a pas trouvé cette notice-là dans mon catalogue alors qu'elle existe réellement. Maintenant, je vais vous montrer l'exemple en activant la préférence système. Donc pour faire une recherche élargie sur toutes les variations d'ISBN, je vais refaire mon importation. J'aurais pu faire juste réappliquer une nouvelle règle, mais je voulais vous refaire les étapes en entier. Donc là, pareil, je fais une recherche d'ISBN de concordance. Je veux remplacer ma notice existante. Et là, comme j'ai activé la préférence système, la recherche s'est élargie, donc pas seulement strictement sur le numéro, mais ça a permis de trouver d'autres, dans le fond, de ne pas s'arrêter seulement au numéro, mais de faire une concordance sur plusieurs points. Et donc là, j'ai une notice qui a été trouvée qui correspond à mon catalogue. Et donc là, si je vais importer ce lot, ça va pas écraser, ça va pas créer une nouvelle notice, ça va écraser ma notice. Donc je vais juste vous montrer. Donc là, la notice a été mise à jour. Et comme j'avais juste une mention de brochure, ben la mention de brochure qui était dans ma notice importée s'est inscrite. Donc ça a écrasé la notice. Est-ce que ça va ou est-ce que je vous ai perdu en cours de route? Mais c'est sûr que tout le monde ne fait pas d'importation de notices de SDM ou n'a ce besoin, mais avec cette préférence système-là, ça va vous permettre que les concordances soient plus efficaces même si l'ISBN n'est pas tout à fait pareil dans votre notice et dans le fichier importé. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions? Non? Ok. Je vais continuer alors dans un nouveau module avec des nouveautés. Donc c'est le module acquisition. Donc là, il y a deux choses. C'est la possibilité de changer de choisir un autre budget au moment de la réception d'un document. Donc je vais aller dans le panier que j'ai créé tantôt. Donc là, si je vois mon panier, j'ai une commande que j'ai faite sur le poste budgétaire 1, donc de 10 $. Donc on peut voir ici. Donc le poste 1, j'ai 10 $ de commandé. Donc là, je vais aller recevoir ce document. Donc je vais créer une nouvelle facture. Donc c'est cette notice-là qui est sur le poste budgétaire 1. Et lors de la réception, maintenant, je vais avoir un menu déroulant ici. Avant, il y avait juste l'affichage du poste budgétaire. Et je vais pouvoir choisir un autre poste budgétaire pour ma réception si jamais finalement je ne veux pas qu'il soit imputé au poste 1. Donc là, j'ai l'indication sur lequel la commande a été faite, sur quel budget la commande a été faite.
Donc là, c'est le nom du budget, budget test, et là, c'est le nom du poste budgétaire. Et dans le menu déroulant, ça se positionne donc sur euh, le budget, et donc je peux aller choisir un autre budget. Donc là, c'est sûr qu'il y a tous les budgets de tous vos budgets, même inactifs. C'est juste faire attention si vous voulez sélectionner des budgets. Quand vous ouvrez le menu déroulant, ça se positionne sur votre budget actif actuellement. Donc là, moi, je vais choisir le poste 2. Je pourrais choisir un budget inactif parce que j'ai la possibilité, mais il faut que vous soyez conscient de dans quel budget vous le mettez. Donc là, c'est sûr, j'ai beaucoup de 2013, 2014, toutes les années depuis COA qui sont activées. Donc là, je choisis moi le poste 2. Puis je vais rien changer au prix. Donc j'enregistre. Donc ma commande a bien été réceptionnée. Et si je vais dans mes budgets, donc là j'avais 0 sur le poste 2, je vais juste rafraîchir ma page. Donc ma commande qui était ici de 10 dollars n'a pas été dépensée dans le poste 1, mais elle a été dépensée dans le poste 2 vu que lors de la réception, j'ai changé de budget. Donc là, il y a pas de préférence système à activer pour que ça fonctionne. C'est juste au moment de la réception, vous pouvez soit garder le budget de la commande, soit le changer si vous voulez mettre un autre budget. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Apparemment non. Je vais continuer. En fait, le deuxième point pour les acquisitions, c'était un bug qui a été corrigé. C'était au niveau de l'affichage des budgets pour les multisites. C'est sûr, ça ne concerne pas tout le monde, mais je vous l'explique quand même. Euh, le bug qu'il y avait depuis 3.12, c'est que quoi qu'il arrive, selon quel site on était connecté, on voyait tous les postes budgétaires de tous les sites. Donc pour les multisites qui ont beaucoup de budget et qui ont 3 ou 4 sites, la personne qui est aux acquisitions, ben, elle avait tous les budgets de tout le monde, donc c'était pas forcément pratique pour la personne. Donc, il y a maintenant une façon de faire pour corriger ce problème. Là, moi, je suis connectée donc sur le campus de Québec et là, vous voyez que pour l'instant, je vois les budgets du site A et du site B, ce que je ne devrais pas voir normalement vu que je suis connectée sur le campus de Québec. Mais c'est parce qu'il faut, pour plus voir ces budgets, il faut les modifier d'une certaine façon. J'ai aussi dans mes permissions, je vais vous montrer. Euh, Quelqu'un qui va être super bibliothécaire, super librarian, il va avoir de toute façon, quoi qu'il arrive, il verra les budgets de tout le monde, de tous les sites. Mais après, pour quelqu'un qui fait juste des acquisitions, donc il n'y a pas toutes les permissions, c'est juste cette préférence système-là, c'est pas une préférence système, c'est cette permission-là qui doit être activée pour pas voir tous les budgets. Si cette permission-là est activée, la personne va voir tous les budgets de tous les sites. Mais si elle n'a pas cette permission-là, elle va voir les budgets seulement des sites sur lesquels elle est connectée. Je vais revenir ici, non, je suis perdue. Le seul truc à faire, c'est qu'il faut limiter le budget au site sur lequel on est connecté. Donc si je prends le poste budgétaire 1, en cliquant dessus, j'arrive dans la liste des budgets. Je vais aller modifier. Et donc là, on voit qu'il est attribué à un site, mais il est restreint à aucun. Donc ça veut dire qu'il est il est affichable pour tout le monde. Donc là, je vais restreindre à propriétaire, utilisateur et site. Ça veut dire que toutes les personnes du site A verront ce budget-là, mais les utilisateurs du site B et du site de campus ne verront plus ce budget-là. Donc là, je vais juste enregistrer. Si maintenant je retourne dans la page des acquisitions, comme je suis connectée moi sur le campus de Québec, je ne vais plus voir le poste budgétaire du site A puisqu'il est limité aux utilisateurs du site A. Maintenant, si je change mon site ici et je me mets sur le site A, là je vais voir le budget du site A vu qu'il est limité ou il est restreint aux utilisateurs du site A. Donc quand on est connecté au site A. Donc ça va vous permettre pour les multisites de faire afficher seulement les sites pour les personnes qui sont connectées sur un certain site en particulier pour ne pas voir les autres postes budgétaires. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que vous avez des questions en particulier sur cette nouveauté
pour les multisites. Je sais que c'était Élise à Lanaudière, c'est sûr elle n'est plus maintenant à Lanaudière, mais qui avait ce problème-là, qui avait remarqué ce problème-là quand on était passé à la version 3.12. Donc maintenant, le problème est réglé pour ça. Il y a juste, il faut faire une restriction pour faire afficher les sites que les budgets que sur un certain site en particulier. Pas de questions? Non. Donc j'avance. Là, du coup, j'avance assez vite. Euh, Maintenant, le module circulation. Je vais fermer ce qui concerne les acquisitions. Le module circulation, donc il y a deux choses également. La première, c'est quand vous êtes dans le module circulation, dans le tableau des retards. Donc là, il va être peut-être un peu long à charger. Donc il y a une nouvelle colonne qui a été rajoutée dans ce tableau-là, c'est la colonne prix qui concerne en fait le prix de remplacement du document. Donc si je vais dans cette notice ici, là il n'y avait rien d'inscrit dans la colonne. Donc je vais aller voir mes exemplaires, je vais aller modifier un exemplaire. C'est lequel? Peut-être le 4.1x. Donc c'est celui-ci ici. Il y en a beaucoup. Donc c'est ce champ ici, le $V, qui concerne cette colonne. Donc c'est le prix de remplacement du document. Ce montant-là, c'est ce montant qui est chargé à un usager qui a un livre très en retard. Si vous passez ce document-là en statut perdu, c'est ce prix-là qui va être chargé à l'usager qui avait ce document, donc très en retard, et qui maintenant est déclaré perdu. Donc le prix va être chargé dans ses amendes. Donc là, si je reviens à mon tableau, maintenant que j'ai rentré un prix de remplacement dans l'exemplaire, il va apparaître dans la colonne. Donc cette colonne-là, elle peut vous aider quand vous faites un suivi pour les retards si vous utilisez ce rapport-là. Et si vous voulez en fait charger le prix de remplacement à vos usagers quand ils vont dépasser un certain jour de retard, un nombre important de jours de retard. Donc ça vous permet de faire un suivi, par exemple. Ces documents-là, bon, voilà, ils sont très très en retard, mais imaginons, je vais essayer d'en trouver des plus récents. 13 février. Bon. En tout cas, le 4 mars, ce document-là est encore en retard aujourd'hui. Donc, on peut imaginer que ça va faire bientôt peut-être 40 jours de retard. Puis, je sais que je vais devoir le facturer et je veux que le prix de remplacement se charge à mon utilisateur de ne pas le faire une facture manuelle. Je veux qu'il se fasse automatiquement quand je vais passer ce document-là en statut perdu ou si je vais utiliser des préférences système pour que ça se passe automatiquement. Si, comme il n'y a rien d'inscrit ici, le jour où ça va passer en statut perdu, ça va marquer 0 dans mon $0 d'amende dans mon compte de l'usager. Donc si je veux vraiment qu'il y ait un prix de remplacement qui s'inscrive, il faut que j'aille modifier mon exemplaire. Donc ce tableau-là peut vous donner une indication sur les notices qui n'ont pas de prix de remplacement, parce que c'est souvent, je pense qu'avec Manitou, c'était pas une information qui était rentrée forcément dans votre ancien système. Donc l'information peut manquer souvent pour les anciens livres. Peut-être que maintenant, quand vous cataloguez, quand vous faites l'achat, le prix s'inscrit, mais ça vous permet de faire un suivi. Je pense qu'il y a une question. Oui. Euh, oui, je vois ta question, Lauriane. Juste un commentaire, ce serait super d'avoir aussi une colonne avec le montant de l'amende. Oui, effectivement, mais pour l'instant on l'a pas, mais je prends en note. Euh, le montant de l'amende qui est en cours sur la personne qui est en retard, effectivement. Euh, je vais le prendre en note. Cathy, est-ce que tu avais une question également? Euh, Dans le document, si le prix était inscrit dans autre zone comme la Z, non, malheureusement, ça ne s'inscrira pas. C'est vraiment le $V qui va s'inscrire ici, même si l'indication est ailleurs dans une zone de notes, par exemple. Peut-être que c'est souvent l'indication que vous mettiez avant. Euh, ça sera pas inscrit. Faut transporter l'information. Euh,
Et puis, c'est vraiment ce qui est inscrit dans la zone $V qui va être chargé à l'usager. Ce qui est inscrit dans une autre zone comme le $Z va pas se charger à l'étudiant ou à l'usager si, quand le document va passer en statut perdu. Euh, Ici, nous avons les frais administratifs. Ça, c'est manuel, il faut les inscrire manuellement. Il faut créer une facture manuelle. Il n'y a rien d'automatique pour les frais administratifs. Il faut vraiment aller créer une facture manuelle, mais c'est pas, il y a rien d'automatique pour ça. En tout cas, pour l'instant. C'est ça, il y a juste le prix de remplacement qui va se charger à l'usager. Les frais administratifs, si vous voulez en mettre, il faut créer une facture manuelle. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus sur l'affichage du prix du remplacement? Donc c'est plus pour une aide pour faire le suivi. Je sais qu'il y a un développement en cours international pour qu'on puisse éditer, par exemple, quand l'amende se charge à zéro parce que finalement on n'a pas eu le temps ou de mettre un prix avant que le document passe en statut perdu. Il y a un développement qui est en cours, je ne sais pas dans quelle version ça va sortir, mais de pouvoir, si l'amende est chargée à zéro, de pouvoir éditer l'amende à zéro et de mettre un prix par après euh, dans le compte de l'usager. Donc c'est aussi une demande, je crois, qu'on en avait parlé dans le comité circulation, mais pour l'instant, la seule chose possible, c'est de faire un suivi au niveau de ce tableau-là pour les lignes qui sont où il n'y a rien inscrit, se dire bon ben je vais aller mettre un prix de remplacement au cas où le jour le document passe en statut perdu, le prix va être chargé, ou en tout cas le bon prix va être chargé à l'usager. C'est bon pour ça, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer. Donc une autre nouveauté dans le module circulation, c'est dans le compte de l'usager, le compte des amendes, de pouvoir inscrire une note au moment du paiement. Donc j'ai pris un usager. Je vais fermer ça pour pas avoir trop d'onglets ouverts. Je pense que j'avais. C'était pas dans ce compte-là que je voulais vous montrer. Donc c'est sur toutes les opérations au niveau des amendes. Donc là j'ai un utilisateur qui est bloqué, 436 dollars d'amende. Donc c'est sur plusieurs amendes. Je vais vous montrer euh, comment ça concerne ce qui concerne les notes. Donc c'est le moment où vous payez, où vous amnistiez des amendes. Vous avez une nouvelle colonne ici qui c'est notes du paiement. Donc quand vous faites des paiements particuliers, peut-être il n'y a pas forcément besoin de notes à inscrire, mais quand vous faites des amnisties, peut-être que c'est intéressant de pouvoir marquer pourquoi vous avez amnistié cette amende. Donc au moment où vous voulez faire une amnistie, donc juste sur une ligne d'amende, il faut remplir la note ici. Donc euh, cause amnistie. Donc ça peut être parce que finalement la bibliothèque était fermée ou il y a une erreur dans le document a été bien rendu, puis on veut enlever l'amende finalement. Donc on peut dire bibliothèque fermée. Donc on peut mettre la cause de l'amnistie ou la raison plutôt de l'amnistie. Et au moment où vous allez cliquer sur amnistie, vous avez un message ici. Là, la note ne s'inscrit pas, mais vous avez un message de confirmation pour amnistier ce montant. Et dans le compte de la personne, pour donc il y a toujours la mention en anglais, là ça devrait être traduit dans la prochaine version, j'espère. Mais vous avez dans la colonne de notes la note qui a été inscrite au moment de l'amnistie. Donc ça peut être un plus pour justifier des fois des paiements ou des amnisties pour avoir une trace de l'action. Donc ça fonctionne également quand vous voulez amnistier plusieurs amendes en même temps ou payer plusieurs amendes en même temps. La note va s'inscrire. Donc là, par exemple, le document déjà rendu, ou ça peut être plusieurs raisons. Donc là, je vais amnistier. C'est ce que je voulais faire, je vais pas amnistier toutes les amendes, sinon j'en aurai plus dans le compte. Je vais vous montrer pour au moment du paiement. Donc je ne sais pas s'il y a des notes à inscrire au moment du paiement, mais
Euh, je ne sais pas quel exemple pourrait donner. Je vais mettre une note à un moment où vous faites un paiement, mais je voulais montrer comment ça fonctionne. Donc en payant, donc pareil, là j'ai pas de note, j'ai pas l'inscription de la note, mais la note va être prise en compte et puis elle va se montrer, elle va s'inscrire ici. Quand vous faites un paiement partiel ou un paiement plutôt de plusieurs amendes, là vous avez inscrit la note ici. Euh, C'est quand vous faites une action sur une ligne que vous ne pouvez pas éditer la note dans la deuxième page, on va dire. Mais quand vous faites un paiement global, vous avez la possibilité de, de voir la note. Sur le site de la communauté, c'est dans l'article qui concerne cette nouveauté-là, j'ai fait les différents cas possibles, euh, les paiements partiels, les paiements totaux ou les paiements. Il y a toujours une façon d'inscrire une note quoi qu'il arrive. Euh, Par contre, je vais vous montrer je n'ai plus d'amende, hein. Ici, sur cette amende-là, je vais essayer d'annuler le paiement pour avoir cette amende à payer. Il y a une note ici en retard depuis le 11 avril. Donc cette note-là a été mise sûrement au moment où l'amende a été créée. La facture manuelle a été créée. Euh, je vais vous montrer que la note va pas. Là, je pense que je sais pas si ça se verra vraiment. Mais la note ici va toujours rester là, même si vous avez payé l'amende. Ça va pas effacer la note qui est inscrite ici. Donc ça, c'est la note qui est inscrite quand vous créez une facture manuelle. Donc par exemple ici, on peut inscrire des notes ici quand on fait une facture manuelle. J'ai mon téléphone qui sonne en même temps. Je suis désolée, je ne sais même pas comment le raccrocher. Euh, bon, pardon, j'ai essayé de renvoyer mon appel. Euh, Donc ça, la note ici, c'est quand vous créez une facture manuelle, cette note-là va s'afficher également dans la colonne de notes. Et quand vous faites des paiements, la note va s'inscrire ici. Donc il n'y a pas deux colonnes pour les notes, c'est juste une colonne, mais ça c'est des notes lorsque vous faites un paiement ou une amnistie, ce sont les notes quand vous créez une facture manuelle. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres cas que vous devrais vous montrer? Est-ce que vous avez des questions là-dessus sur les notes de paiement? Les notes lors des paiements ou des transactions. Oui, Francine. Oui, j'ai juste une petite question, savoir est-ce qu'il y a moyen éventuellement de sortir un rapport, mettons, de toutes les amnisties qu'on ne puisse pas les raisons? Pour il y a le rapport de caisse pour les amnisties, mais tu voudrais avoir les notes ou Notes avec? est-ce- comment? Oui, pour que les notes viennent avec. C'est sûr que là dans le rapport de caisse, c'est le module rapport de caisse, c'est un module qu'on avait créé avec l'IBO à l'époque donc qui tient pas en compte de la nouveauté de la version 4.03 puisqu'on peut maintenant mettre des notes dans les paiements. Donc, dans le rapport de caisse, les notes apparaissent pas, mais on pourrait rajouter cette information-là dans un rapport si tu voulais avoir un rapport sur les notes, c'est possible de le refaire ressortir dans un rapport SQL, par exemple. Je pourrais essayer d'en faire un. Euh, mais l'information est quelque part dans la base de données, on peut la refaire ressortir pour quelque chose, effectivement. Euh, je vais prendre une note pour vous donner cette information-là. Si vous voulez retrouver, savoir quelles notes ont été inscrites lors des paiements, ça pourra se faire avec un rapport. Est-ce qu'il y avait une autre question là-dessus? Euh, non, pas d'autres questions. Euh, je réfléchis, mais en tout cas, vous aurez toutes les captures d'écran possibles sur
sur le site de la communauté pour voir les différents cas où on peut mettre des notes, mais dans toutes les transactions, que ce soit un paiement, je vais juste, que ce soit, là j'ai plus d'amende, mais que ce soit un paiement partiel, un paiement global, un paiement sur la sélection, une amnistie partielle, une amnistie globale, vous pourrez inscrire une note. Donc peut-être c'est souvent lors des amnisties que vous aurez à rentrer une note, ou lors d'un paiement, peut-être d'un livre perdu, mais vous allez pouvoir faire un suivi peut-être plus serré sur ces paiements-là. Donc ça pour la circulation, je vous ai montré tout. Puis dans le fond, j'en viens à mon dernier module. Je pensais pas du coup aller assez vite, il est 11 heures. C'est sur les périodiques. Donc c'est une nouveauté qui concerne les périodiques pour les réclamations. C'est pas très utilisé. Bon, j'aurais pas de fournisseur, mais je vais aller sur une autre instance du coup. Ce sera pas long. Je pensais que j'avais un fournisseur là-dessus. Mais remarque, je pourrais quand même vous montrer. Je vais aller prendre un périodique et puis rajouter un fournisseur. Ce sera pas long. Ça, je suis sûre que j'ai la bonne version. Je vais aller juste rattacher à n'importe quel fournisseur. Ça n'a pas d'importance, c'est juste pour... Donc là, j'ai juste un fournisseur dans ma liste, un document qui est attendu, un fascicule qui est attendu. Donc la nouveauté, en fait, c'est quand vous faites des réclamations à vos fournisseurs pour les périodiques, vous avez le choix soit d'envoyer un courriel automatique, soit de télécharger un fichier CSV qui peut vous permettre après de faire du publi-postage. Donc, la nouveauté ici, c'est de pouvoir choisir en fait un profil CSV. Qu'est-ce que c'est un profil CSV? Peut-être que vous n'avez jamais vu cette section-là, mais dans les outils, vous avez un outil qui s'appelle Profil CSV. Qui vous permet de créer des profils. Parce que lorsque vous exportez des fichiers CSV, vous pouvez choisir quelle information vous voulez avoir. Donc ça fonctionne dans certains outils. Par exemple, pour les bons de commande qui sont exportés en fichier CSV, pour l'instant, ça marche avec une préférence système, mais avec la nouvelle version, ce sera aussi un profil CSV où on va pouvoir choisir quelles informations on veut dans le bon de commande, dans le fichier CSV. Là, c'est pareil pour le fichier CSV des réclamations qu'on veut faire. Donc, là, je vais juste vous montrer le profil que j'ai créé. Donc, dans le fond, voilà, c'est le profil de base qui est sur vos instances. Donc, je veux que dans mon fichier CSV, j'ai ces informations-là. Donc, ça, c'est le nom de la colonne dans mon fichier donc Excel CSV et quelles informations il va aller chercher. Donc, le nom du fournisseur, le titre de l'abonnement, quel numéro est en attente ou que je veux réclamer et depuis quand il aurait dû être reçu. Ou en tout cas, il y a plusieurs informations. Ça, c'est les informations de la table. Euh, il y a, il y a trois tables qui peuvent être utilisées pour ces informations-là. Hack Bookseller, donc ça c'est la table pour les fournisseurs. Subscription, c'est les abonnements. Et Serial, c'est pour les périodiques, l'abonnement des périodiques également. Donc ça, ce sont des informations de la base de données SQL. Ça peut vous paraître un peu compliqué, mais si sur le site de la communauté, je vous ai donné les tables, qu'est-ce que vous pouvez mettre comme information, et puis dans quelle table vous pouvez aller le chercher. Je vous rappelle que vous avez toujours accès à la table ici de la base de données quand vous êtes dans bilan et statistiques, schéma de la base de données. Donc par exemple, quand je vous dis que c'est dans la table des l'information que vous pouvez aller chercher dans la table Hack Bookseller, ça veut dire que tous ces champs-là sont recherchables et peuvent être inscrits dans le fichier CSV. Donc, si vous voulez faire du publi-postage à vos fournisseurs via ce fichier CSV-là, peut-être vous aurez besoin du nom, de l'adresse de votre fournisseur, du téléphone, pour pouvoir après éditer un fichier
une réclamation en document Word et de l'envoyer après par courrier. C'est avec ces informations-là que vous pourrez créer votre fichier CSV. Donc là, votre profil CSV est prêt. Donc, vous voulez que ce soit ces informations-là qui apparaissent dans le fichier CSV. Et au moment des réclamations, donc là, je choisis un profil CSV, donc celui que j'ai créé, et je vais aller, il faut que je coche un en particulier, télécharger les exemplaires sélectionnés. Donc là, ça me crée un fichier CSV selon ce que j'ai marqué dans mon profil. Donc on le voit, c'était vraiment les colonnes, comment je les avais inscrites, le fournisseur, le titre de ma revue, le numéro que je veux réclamer et la date à laquelle il aurait dû être envoyé. Donc c'est cette nouveauté-là qui vous permet de paramétrer le fichier CSV si vous voulez faire des réclamations. L'autre façon de faire, c'est avec les courriels, mais là, c'est pas une nouveauté, ça existait déjà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je sais que c'est peu utilisé, mais peut-être vous pourrez le tester avec cette nouveauté-là. Est-ce qu'il y avait des questions en particulier? Non? Donc j'ai continué avec l'autre nouveauté du, des périodiques. Dans le fond, ça aussi, c'est un bug qui a été corrigé. Alors là, c'est sûr, peut-être que si vous l'avez jamais vu, ça va peut-être pas vous parler, parce que c'est un bug d'affichage intranet. Donc je vais vous montrer le bon... non, je vais peut-être pas prendre ça. Ce que ça fait maintenant, mais parce que j'ai pas d'autres instances pour vous montrer ce que ça faisait avant, mais vous allez me croire sur parole quand je vous dis qu'il y avait un bug d'affichage. Dans le fond, quand vous réceptionnez des fascicules, il y a une numérotation ici qui s'inscrit et quand vous passez votre statut à arriver, donc si vous créez un exemplaire au moment de la réception de votre fascicule, le pavé d'exemplaire s'affiche et la numérotation qui est inscrite ici est reprise ici dans désignation des volumes ou donc dans le $H. Donc là, je fais juste enregistrer, je vais mettre pas d'autres informations. Puis maintenant, je vais aller voir la notice à l'intranet de cette revue. Donc le dernier que j'ai reçu, c'est celui-ci ici, le 76, avec la date de la publication qui était au 1er avril, même si on était le 9, mais j'ai pas changé la date au moment de la réception. Donc là, j'avais rien mis comme autre information. Avant la correction de ce bug-là, ça s'affichait en double, cette information-là. Donc c'est sûr que si vous aviez jamais remarqué, ça peut vous dire rien du tout. Mais l'information a été affichée en double à l'intranet et à l'OPAC, elle était affichée qu'une fois. Mais si on essayait d'enlever une des deux informations qui étaient en double dans l'exemplaire, parce que c'était vraiment écrit en double dans l'exemplaire, là quand je vais dans modifier les exemplaires, donc dans le détail de la publication, attends, je vais chercher mon numéro. Pardon. Donc, je vais retourner en bas. Donc l'information est bien décrite dans le $H. Donc avant la correction de ce bug, c'était doublé ici. Et si on effaçait une des deux mentions pour en garder qu'une finalement, à l'OPAC, elle disparaissait totalement. Donc du coup, ça réglait aucun problème réellement. Donc là, quoi qu'il arrive, l'information est écrite ici une fois à l'intranet. Et si je vais voir à l'OPAC ma notice, elle va être écrite aussi une fois ici et dans l'exemplaire, le numéro 75 est inscrit une fois. Donc là, c'était possible qu'avant, c'était inscrit une fois également, mais si c'était effacé d'un bord à l'intranet, ben là, il n'y avait plus rien inscrit. Donc c'est juste ce bug qui a été corrigé dans cette version pour l'affichage pour en tout cas, pour soit plus simple pour l'affichage. Voilà pour ça. Dans le fond, je pensais pas faire le tour en 1 heure. Je suis peut-être un peu vite sur certains points. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà sur ce bug qui a été corrigé? Bon, je vois qu'il y a des personnes qui ont dû quitter. Est-ce que vous avez des questions en particulier? Oui, Francine? Je me demandais juste si c'était rétroactif, parce que ça veut dire que ça va être corrigé dans toutes les notices, c'est juste les nouvelles notices qu'on va remplir. Ah, bonne question. Je sais pas.
dans les nouvelles notices, c'est sûr que ça va le faire. Maintenant, dans les anciennes notices, euh, hmm, je sais pas, je suis pas allée voir, effectivement. Faudrait que j'aille regarder sur des anciennes. Euh, pourrais regarder, mais je pense que ça sera pas rétroactif. Quoique. Enfin, il faudrait que je regarde sur faire quelques tests sur des instances qui avaient ce problème-là pour ceux qui créent des exemplaires au moment de la. euh, mais je peux pas te dire là, je suis pas certaine, mais je vais regarder puis je vous donnerai l'information à tout le monde par la suite. Euh, je suis désolée, je suis pas là. Là, ce que je regarde, c'est que là, ça faut que je trouve un exemple sur lequel il y avait possiblement des doublons d'informations. Euh, euh, là, je vois pas là, que c'est doublé, mais faudrait que je vois pour si ça avait été doublé auparavant. Euh, je sais pas. Ben, je vous reconfirmerai ça tantôt ou dans un prochain message à la communauté. Voir si c'est rétroactif ou si c'est seulement sur les nouveaux que vous allez créer. Est-ce qu'il y avait d'autres questions là-dessus sur cette nouveauté-là, enfin, sur ce bug qui a été corrigé? Ou plus largement, si vous avez des questions sur un point que j'ai montré, je suis peut-être allée assez trop vite sur certains points, on a le temps d'y revenir. J'avais prévu jusqu'à midi pour la présentation, je ne savais pas trop combien de temps ça allait me prendre, mais si il y a une nouveauté sur laquelle vous voulez que je revienne, qui n'était pas assez claire, on peut le revoir maintenant. Ou si vous aviez des questions sur autre chose aussi, j'ai mon temps pour vous ce matin, donc n'hésitez pas si vous avez des questions en particulier. Oui, Louise. Le paramétrage des autorités, est-ce- sur quel paramétrage tu veux qu'on parle? Pour, euh, pour la grille par défaut? Est-ce que c'est par rapport à la nouveauté de la grille par défaut? On peut revenir, dans le fond, je ne sais pas si c'était ça, mais dans le module administration, ici, donc dans les types d'autorité, c'est dans les grilles que vous pouvez inscrire des valeurs par défaut. Est-ce que c'était bien ça sur lequel tu voulais que je revienne, Louise? Ok. Donc là, donc dans l'administration, type d'autorité. Ensuite, donc selon dans la grille que vous voulez mettre une valeur par défaut. Donc là, ce que je vous avais montré tantôt, c'était dans la personne physique, dans la 040, mais c'est sur tous les champs. Donc si je prends je sais pas, numéro de contrôle, mais bon, je vais revenir sur la 040. Il y a toutes les zones sont paramétrables. Donc après, il faut aller dans sous-champ ici. Et puis, dans modifier les sous-champs, donc d'aller dans l'onglet après où vous voulez avoir une valeur par défaut. Donc là, j'avais mis dans le $C. Quand on descend ici dans contrainte avancée, il y a un nouveau champ par défaut, un nouveau champ qui apparaît. Donc c'est le valeur par défaut. Avant, il n'y avait pas ce champ-là. Donc là, vous pouvez inscrire la valeur que vous voulez. Donc là, c'était pas le. J'étais sur la langue que j'ai été tantôt. Donc c'est là où j'avais marqué FRE. Et donc c'est cette information-là qui va être par défaut quand vous allez créer une autorité, que ce soit en local ou quand vous allez importer une autorité en Z3950. Est-ce que ça va pour toi, Claire? Euh, merci, toi aussi, Julien et Sylvie. Euh, Louise, est-ce que c'est correct? Oui, ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions si vous voulez que je revienne sur quelque chose ou sinon, si vous n'avez pas d'autres questions d'ici 2 minutes, je pourrais clôturer la rencontre. Donc là, j'ai enregistré, alors il va manquer un petit bout, mais pour les personnes de votre équipe qui n'avaient pas pu être là ce matin, bon, la documentation est sur le site de la communauté. Il y a des vidéos aussi qui expliquent pas mal, mais la vidéo de cette rencontre-là, je vais aussi la mettre disponible sur le site de la communauté une fois qu'elle sera chargée. Euh, donc c'est sûr qu'il manquera un petit bout, mais juste le début. Euh, Sinon, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. Euh, Ce sera là, c'est on va dire la seule petite version que vous allez avoir
au courant du printemps. Et comme l'a annoncé Anthony au pilote la semaine dernière, il va y avoir une grosse migration à la version 3.18 qui sera faite en juin, donc après la fin de la session, fin mai, début juin, mais on aura le temps de s'en reparler. Ça va être une grosse migration également. Donc c'est ça. Bah, écoutez, merci à vous d'avoir été là ce matin. Ça a été plus rapide que prévu. Mais si vous avez des questions sur une nouveauté, si quelque chose qui fonctionne pas, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un courriel. Et puis je suis toujours là et toujours disponible pour vous. Donc c'est ça. Mais bonne journée à vous tous. Et puis merci d'avoir été présents aujourd'hui. À bientôt.